Alors bonjour Maître Goldnadel. Bonjour Jean-Robert. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce fameux reportage Un œil sur la planète qui commence à faire beaucoup parler de lui. Est-ce que déjà vous pourriez en dire deux mots pour replacer les choses dans leur contexte? Écoutez, des documentaires anti-israéliens sur la télévision publique, à la télévision publique, il y en a de nombreux, c'est pas le premier, et pas seulement en France. Et nous en sommes malheureusement assez habitués. C'est le contexte périphérique de cette affaire qui est beaucoup plus intéressant. Sur l'émission elle-même, j'ai déjà écrit que ce qui était tout à fait critiquable, je ne vais pas me mettre à faire l'analyse des contre-vérités que contient le documentaire, qui a été d'ailleurs fabriqué par une équipe d'acier, puisque c'est Charles Anderlin, qu'on connaît par ailleurs, et Étienne Lénart qui avait été obligé, enfin, qui était l'un des auteurs d'un reportage d'actualité passé sur les actualités de France 2, qui montrait comme étant de 2009 de l'affaire à Gaza, plomb durci, et qui incriminait Israël, des images qui en vérité venaient de 2002 et qui n'incriminaient pas Israël. Et à la suite de ça, d'ailleurs, France 2 avait été obligé de faire acte de contrition. Donc vous voyez ces gens qui se considèrent comme des grands professionnels et qui sont évidemment adulés par l'ensemble du métier. Donc l'aspect conformiste et donc anti-israélien, pratiquement, malheureusement, il va de soi. Mais là, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a eu, à la suite de cela, des critiques. Notamment, et j'étais ceux qui critiquaient, notamment du déséquilibre de ce reportage, puisqu'on donne la parole, en gros, à 95% des tenants de la cause palestinienne, il y a 5% des tenants de la cause israélienne. Si on doit se livrer à une comptabilité un peu de notaire ou de comptable, c'est un peu ça. Et donc, le déséquilibre, il saute aux yeux, si j'ose dire. Et donc, je pensais naïvement qu'on avait encore le droit de le dire. Eh bien, le seul fait de critiquer, à tort ou à raison, peut-être qu'on est complètement dans l'erreur, peut-être que suppos de Sion, nous sommes atteints d'une cécité intellectuelle totale. Tenons-le pour acquis. Je pensais que malgré tout, nous avions le libre droit d'être critiques, d'être stupides ou d'être bornés. Eh bien, pas du tout. Monsieur Anderlin, dans son blog, nous explique que la critique, c'est un acte de censure. Donc, on n'a pas le droit de critiquer. Et d'une certaine manière, Anderlin, il a des circonstances atténuantes. Puisque lorsqu'il est condamné par la Cour d'appel de Paris, lorsqu'il est du moins débouté de son action contre Karsanti, Goldnadel ne sera jamais aussi sévère avec Anderlin que ne l'a été la Cour d'appel de Paris, qui l'accuse implicitement de mensonge, qui dit pour droit la Cour d'appel de Paris. Et croyez-moi, ce n'étaient pas des pro-sionistes à la Cour d'appel de Paris. Et j'en sais un peu quelque chose, cette 11e chambre de la Cour d'appel de Paris, dans cette ancienne composition qui était présidée par Madame Trébuc, pour ne pas la nommer. Madame Trébuc est de celle qui avait dit pour droit qui avait relaxé Dieudonné, qui avait considéré le judaïsme comme la première des escroqueries. Madame Trébuc, celle qui a condamné Anderlin, elle avait dit qu'il avait fait montre d'universalité. Il a fallu que la Cour de cassation casse la décision de Madame Trébuc. Je dis ça pour montrer qui a été cette Cour d'appel qui a dit qu'on avait le droit de douter du reportage d'Anderlin sur Al-Dura, compte tenu justement de ce que racontait indûment Anderlin dans ce reportage,
et hors reportage. Et voilà M. Anderlin qui, dans son blog, qui évidemment n'est pas contrôlé par France 2, accuse de censure les gens qui ont le malheur de critiquer le reportage. Et puis vous avez un syndicat national des journalistes, syndicat majoritaire dans la profession, qui en dit quand même long sur la sociologie, si j'ose dire politique, de cette profession ici en France, qui fait montre de soutien vis-à-vis d'Anderlin, bien entendu. Vous avez vu, après cette décision de la Cour d'appel Aldura qui condamne Anderlin, vous avez eu des pétitions qui ont crié « Halte au crime de lèse-majesté ». Comment a-t-on pu traiter sans considération de M. Anderlin, ce grand professionnel, et donner raison à la Valtaille, à ce monsieur Carsanti, qui n'est rien. On est dans une caste médiatique et intellectuelle, qui n'est pas dans le cadre d'ailleurs d'un esprit de corps. C'est pas l'esprit de corps, parce que l'esprit de corps, par exemple, lorsque mon client et ami Fabrice Lequintrec se fait virer de France Inter pour avoir osé citer dans sa revue de presse un mot de, non, c'était National Hebdo ou Présent, après avoir cité Charlie Hebdo, après avoir cité Libération, après avoir cité Rouge ou l'Humanité, hein. Il cite, pour faire bonne mesure, une phrase anodine. La phrase elle-même était totalement anodine. Il ose citer un journal d'extrême droite, viré, comme un malpropre, le lendemain. Ah là, il n'y a pas eu de pétition. Lorsque Hertog, un type de gauche, le rédacteur en chef de la Croix, .fr, fait un bouquin où il, alors même que lui est contre la guerre d'Irak, il fait un bouquin pour pointer l'uniformité du monde journalistique français qui, du Figaro à l'Humanité en passant par son journal La Croix, dit d'ailleurs comme lui contre la guerre d'Irak, mais en même temps y compris d'ailleurs les thèses militaires. Tout le monde a dit que ce serait un bain de sang quand les Américains rentreront à Bagdad. Hertog fait un bouquin, il constate cette évidence qui n'était pas une évidence ni en Italie, ni en Angleterre, ni en Allemagne, où il n'y a pas cette uniformité journalistique. Viré comme un malpropre de la Croix, croyez-vous qu'il y ait eu un journaliste qui ait pris sa défense? Donc non, plus que l'esprit de corps, il faut pointer malheureusement le conformisme intellectuel, et notamment, et pas seulement, dans le cadre du conflit palestinien. Et donc le SNJ, pour en revenir à l'œil sur la planète, mais j'étais obligé de me livrer à ce parcours un petit peu, à ce panorama, ce background. Lorsque le syndicat national des journalistes vient au secours de France 2, évidemment dans le sens intellectuel que je viens de dire, dans le sens pro-palestinien, il dénonce également, bien entendu, la critique qui est faite contre ce reportage, crime de lèse-majesté. Et il dénonce aussi une dérive communautariste. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, la France-Israël, moi je préside également France-Israël, il y a des juifs et des non-juifs. Je peux vous dire qu'il y a de nombreux non-juifs qui insupportent ce reportage, comme insupportent beaucoup de reportages, et ça transcende le conflit israélo-palestinien dans d'autres domaines. Le reportage de conformistes intellectuels, eh bien c'est pas communautariste. Mais voilà, ce seraient les juifs, et seulement les juifs qui protesteraient. J'attire votre attention, pardon de vous le dire, mais je suis un peu long, mais c'est important. Ce même syndicat des journalistes, pour vous montrer quand même le tropisme intellectuel, en tous les cas sa section de RFI, a protesté contre RFI dans le cadre d'une lettre à M. Alain de Pouzillac pour avoir inclus
Shalit, Gilad Shalit, dans la liste des otages français. C'était seulement un prisonnier de guerre, ce qui est bête et méchant, parce que même Amnesty International, même des centres palestiniens des droits de l'homme, reconnaissaient la qualité d'otage à Gilad Shalit. Et français, oui, il est franco-israélien, comme Mme Bettencourt était franco-colombienne, comme Moussaoui était franco-marocain à Guantanamo. C'est un fait juridique. Je crois qu'il avait un grand-père français, non? Mais vous savez, non, mais les mêmes, bien entendu que c'est une circonstance juridique, c'est une pure circonstance juridique, mais les mêmes, hurleraient au charron si quelqu'un venait par exemple à dauber sur la nationalité fraîchement française d'un boxeur qui viendrait, je ne sais pas, du Congo ou du Nigeria et qui gagnerait dès le lendemain matin de sa naturalisation un championnat. Imaginez simplement que quelqu'un n'ait pas envie de chanter la Marseillaise en daubant sur quelqu'un qui ne parlerait pas le français. Vous imaginez la bronca que ça déchaînerait? Alors, ce sont les mêmes. On revient sur le... Oui. Mais c'est important parce que vous avez soulevé notamment deux points. Oui. Le premier, la critique du communautarisme. Mais finalement, est-ce que c'était pas la réaction à la réaction du CRIF qui générait ce genre de critique? Non mais, pardon de vous le dire. Parce que le CRIF, c'est quand même autre chose en termes de... Non mais attendez. Pardon de vous le dire. Le CRIF, qui est un organisme qui aspire à une certaine représentativité, en France c'est un long discours, mais est un organisme qui affiche son soutien à Israël. D'accord? Il l'affiche. Il a encore le droit de l'afficher. On a encore le droit d'être juif et pro-israélien. Et on a encore le droit... Sans être pro-israélien aussi. On a parfaitement le droit également, mais je vous dis, on a encore le droit, je ne sais pas pour combien de temps, mais on a encore le droit d'être juif et pro-israélien. Et on a encore le droit d'être juif et pro-israélien et d'émettre une appréciation critique à l'égard d'une œuvre d'une télévision de service public. Donc, le CRIF est merveilleusement dans son rôle de lobby communautaire. Et appelez ça le lobby communautaire sans acception péjorative. Mais c'est d'où les critiques de communautarisme aussi. Pardon? D'où les critiques de communautarisme. Non mais, ça paraît... oui, mais c'est non mais d'abord, je considère que cette taxation de communautariste n'est pas juste parce que faire partie d'une communauté et justement être dans son rôle citoyen de critique, bonne ou mauvaise, c'est une autre discussion, de quelque chose qui émane du service public. On n'est pas dans le communautarisme, on est au contraire dans... Ah oui, mais vous avez dit, France Israël, il y a des non-juifs. Au CRIF, il n'y a pas de non-juifs, théoriquement. Théoriquement. Hein. J'étais en train de vous dire que parallèlement à la critique de juifs, est-ce-qualité de juifs, il y a une critique parallèle de cette émission-là comme d'autres, de pro-israéliens, même non-juifs, est-ce-qualité de pro-israéliens. Et j'ajouterais, et je suis également avec cette casquette-là, pardon de vous le dire, mais tout ce que je fais et tout ce que j'écris me permet d'être cru sur parole, d'être citoyen, critique, profondément révolté par l'esprit d'uniformité, par l'esprit de conformisme. Et je ne me contente pas, je crois, de critiquer ce que j'en considère comme des œuvres anti-israéliennes, primaires, mensongères, partiales et déshonnêtes. Mais il m'arrive de critiquer autre chose, hors du champ du conflit israélo-palestinien. Donc là aussi, nous sommes parfaitement dans notre rôle pour critiquer cela. Et lorsqu'on nous dit que nous sommes des censeurs, parce que simplement nous utilisons notre droit de critique, je dis que là, au-delà, on est déjà dans un monde où l'information est verrouillée, et avec votre permission, j'y viendrai tout à l'heure, mais si en plus, au-delà du verrouillage, le simple droit de critique fait l'objet déjà d'une diabolisation, alors vraiment, nous ne sommes plus
du tout dans un monde démocratique. Et permettez-moi d'ajouter, ça correspondra peut-être à une autre de vos questions, mais je la précède. Permettez-moi d'ajouter que dans un pays, par exemple, comme la Grande-Bretagne, à un certain moment, il y a peut-être 4 ou 5 ans, l'équivalent du CRIF anglais et d'autres organisations non juives, pro-israéliennes, appelons-le Grande-Bretagne-Israël, qui équivaut à l'association que je préside, et d'autres encore, citoyens britanniques, ont contesté auprès de l'équivalent du CSA britannique la vision partiale de la BBC à l'égard du conflit proche-oriental. Eh bien, l'équivalent du CSA a reconnu dans une décision qui, évidemment, a été royalement passée sous silence ici en France, le fait qu'effectivement, et sans doute sensiblement pour les mêmes raisons idéologiques, que la BBC, à cette période, avait été outrancièrement, excessivement en tous les cas, anti-israélienne et pro-palestinienne, et ça a été dit, et la BBC, qui est un organisme public, a été obligée de réfléchir un peu sur sa responsabilité. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr du contraire, parce que malheureusement, mon expérience milite pour moi. Je ne suis pas sûr que le CSA soit dans cette situation. Et le verrouillage est terrible parce que, sachez-le, il y avait, avant la création de la haute autorité du CSA en France, la possibilité sur le terrain judiciaire de pouvoir se plaindre auprès des tribunaux, pas sur le terrain de la liberté de penser, sur le terrain consumériste du droit du consommateur à avoir une information honnête, pas corrompue. C'est dans ce cadre-là que l'interview de PPDA avait été soumise normalement à la censure judiciaire, puisque l'interview de Fidel Castro avait été considérée comme peu sérieuse, pour être gentil. Moi-même, j'avais fait railler contre Montebourg pour TF1 et pour Bernard Volcker, lorsque Montebourg et son association Carton Jaune s'étaient plaints du reportage de Volcker, laissant à penser que ça n'était pas les Serbes, contrairement à ce qu'on disait alors, qui avaient commis l'attentat de Marcalé en Bosnie-Herzégovine. Et les tribunaux nous avaient donné raison de ce point de vue-là. Eh bien aujourd'hui, parce qu'il y a une création du CSA, les tribunaux déclinent leurs compétences. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus aller en justice si nous voulons nous plaindre d'un reportage déshonnête, et le CSA, la plupart du temps, botte en touche ou donne des avis totalement gratuits. Donc il n'y a plus de possibilité. Et pardon, je sors complètement du terrain israélo-arabe. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui véritablement efficiente, en dehors même du conformisme intellectuel qui largement atteint toutes les hautes sphères, en ce compris le CSA, et qui fait que finalement, compte tenu du rapport de force, on ne va pas mécontenter France 2, le syndicat des journalistes, et puis tant pis si les amis d'Israël ou si les non-conformistes sont un peu irrités, on va continuer comme ça. Je dis que ce monde-là, pour reprendre l'expression du poète occitan, n'est pas sérieux, et je dis que ce monde-là n'est pas vraiment démocratique. Mais alors, il y a quand même un contre-exemple de poids à votre argumentation, c'est l'exemple d'Alain Ménargue. Nous, on l'a interviewé il y a 6 mois. Il est entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Donc, il ne s'en cache pas. Mais il a quand même été viré en tant que directeur d'information de RFI parce qu'il avait écrit un livre sur le mur de Charles. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors, non, je vous dis que ce que vous dites. En plus, j'ajoute que pour aggraver mon cas, la Cour de cassation lui a donné raison il y a 6 mois. Oui. C'est pour ça qu'on l'avait interviewé, parce que je vous dis que c'est. Non, mais il y a eu des indemnités affolantes. Je vous dis que c'est con. Je ne connais pas le jugement prud'homal
de Ménargue. Je ne connais pas du tout la manière dont la Cour de cassation, par rapport à ce problème social, a résolu le problème. Je ne sais pas du tout, justement, comment a été libellé le licenciement de Ménargue, mais ce que vous dites est totalement caricatural pour deux raisons. La première, en réalité, Ménargue, il a été évincé parce qu'il avait été mis à la tête de RFI, parce que ce personnage caressait plutôt les gens dans le sens du poil, il s'était pris au sérieux, il avait voulu régler le compte des syndicats de RFI qui ont la peau dure, et que par conséquent, ils ont utilisé les déclarations très méprisantes de Ménargue. Pas seulement son livre stupide, mais on a le droit d'être stupide, il avait écrit simplement que les Juifs avaient construit le ghetto de Venise avec la volonté de se remparer contre les Goïs, ce qui est historiquement stupide. Il avait également déclaré à la télévision que l'État juif était raciste, ce qui est bête et méchant. Mais par ailleurs, bien entendu, il était en conflit avec le RFI, c'est pour toutes ces raisons cumulées qu'il s'est fait virer de RFI. Donc lorsque vous présentez, ou lorsque M. Ménargue, à Alger, comme je le sais, et d'ailleurs me présentant comme l'un des maîtres d'œuvre de son éviction, c'est complètement faux. Je me suis fait aucune illusion sur mon pouvoir. Si Ménargue s'est fait lourder de RFI, c'est avant tout parce qu'il avait les syndicats, encore une fois je vous le dis, dans le collimateur, et que d'autre part, effectivement, il a eu un livre et surtout des déclarations télévisées qu'il a oublié de vous dire, et qui ont servi, on dira comme ça, de prétexte à son éviction. Ça n'a rien à voir avec la liberté de penser, et par ailleurs, M. Ménargue est un bien mauvais journaliste. Voilà. Alors, ce reportage Un œil sur la planète, qui dure, je crois, 2h30, donc est assez long, donc a fait l'objet de ces critiques que vous rappeliez, mais il y a eu des contre-critiques, disons, de la part du site d'extrême gauche Acrimed, donc Action Critique Média, que vous connaissez peut-être. De nom, oui. De nom. Et alors donc, je ne sais pas si vous avez lu leur papier qui est paru très récemment, dans lequel ils listent au moins 3 points sur lesquels ils disent, ce ne sont pas des contre-vérités qui ont été diffusées là. Alors je vais vous les donner, puis vous allez pouvoir réagir l'une après l'autre. Alors, la première, M. Navon a en partie raison. Le plan de partage de 47 a été formellement accepté par les Juifs et refusé par les Arabes. Mais, rappelons ici ce que David Ben Gourion, père fondateur d'Israël, déclarait au sujet du partage. Ouvrez les guillemets, après la formation d'une grande armée à la suite de l'établissement de l'État, nous abolirons la partition et nous nous étendrons sur l'ensemble de la Palestine, fermez les guillemets. Au terme de la première guerre israélo-arabe, 48-49, Israël s'étend ainsi sur 78% de la Palestine, alors que les Nations Unies lui en avaient offert 55%. Les propos mesurés d'Étienne Lénart ne peuvent donc décemment pas être qualifiés de contre-vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne voulez pas me citer tout Alors, dites-moi tout et après je vous répondrai. À tous les 3 points. Oui, alors, ça sera fait. Bon. Enfin, moi je veux bien vous répondre comme ça. Oui, déjà, parce que sinon on va perdre le fil. Oui. Non mais attendez, d'abord on va faire l'économie de la réflexion pour savoir pourquoi le site d'extrême gauche Acrimed est considère comme par hasard l'œil sur la planète comme un excellent reportage déjà. Je ne ferai pas injure à ce site d'avoir peut-être aboli un peu son esprit critique comme par hasard par rapport au conflit israélo-palestinien. Ceci passait. D'autre part, qui a dit que l'ensemble de ce qui était dit dans ce reportage était faux? Moi déjà, je vais vous dire quelque chose. Déjà, moi quand je suis intervenu là, je dis simplement, qu'il est déséquilibré, et je dis, parce que je pense que ça n'a pas été repris par Acrimed, sinon vous me dénoncerez, il y a quelque chose de totalement flagrant. Mais alors là, un mensonge, mais complètement flagrant, qui, si Acrimed est sincère, est exclusif de toute spéculation intellectuelle. C'est qu'à un certain moment, on vous montre un passage filmé où on laisse à penser, où on affirme même que les soldats israéliens tirent à vue
sur des paysans palestiniens, ce qui, à ma connaissance, ne correspond pas à la réalité, n'a jamais été énoncé dans les journaux français qui font en principe peu de cadeaux à l'État d'Israël, mais ça n'est pas un document filmé qui émane de France 2, c'est un document filmé qui émane d'une ONG pro-palestinienne qui est citée par France 2 ensuite dans le générique et qui est citée comme une ONG palestinienne, alors que lorsqu'on va sur le site de ce ONG, on s'aperçoit que c'est une ONG violemment anti-israélienne, proche du Hamas, qui prône la destruction de l'État juif et qui a, en plus, dans son statut, dans son objet social, le but de faire pression sur les médias dans l'intérêt de la cause palestinienne. Donc lorsque sans vérification, et ça je mets à Acrimed, je lance un défi, lorsque sans vérification on inclut un film comme celui-là et que d'autre part on met dans le vent le téléspectateur en disant oui, c'est un film qui émane d'une ONG, sans dire qui est cette ONG, je dis que là, on est malhonnête. Alors, juste pour revenir sur les paroles d'Étienne Lénart que je ne vous ai pas citées tout à l'heure, pour que vous puissiez y réagir. Donc, ce à quoi Acrimed réagissait, ce sont ces paroles-là. Donc, dans l'émission, le journaliste Étienne Lénart explique que la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël était prévue par les Nations Unies depuis 1947, ouvrez les guillemets, mais le partage n'a pas eu lieu et chacun porte une responsabilité dans cet échec, expliquait-il face caméra. Pour Navon, il s'agit d'un mensonge car le plan de partage de 1947 a échoué à cause des Palestiniens. Il a été accepté par les Juifs et refusé par les Arabes. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette version-là, et donc en désaccord avec Étienne Lénart, et vous avez entendu l'explication d'Acrimed. Attendez, je ne sais pas où Acrimed, je ne sais même pas où Acrimed a été chercher les déclarations de Ben Gurion. Une chose est certaine, une chose a été actée juridiquement en 1937 déjà, dans le cadre de la commission Peel, la mort dans l'âme, les sionistes ont accepté la partition d'un territoire qu'ils considéraient comme le leur. Ils l'ont accepté. Et ensuite, en 1947, dans le cadre d'un vote difficile, ils l'ont réaccepté. C'est un fait juridique. C'est ainsi. Donc, c'est un peu comme si vous disiez que lorsque Arafat a fini du bout des lèvres par reconnaître que l'État d'Israël, sans préciser si ça devait être l'État juif ou pas, que l'État d'Israël devait être accepté, on sortait des déclarations de derrière les fagots du même Arafat, par exemple, dans une mosquée de la banlieue de Johannesburg où il ne savait pas qu'il était entendu, et où il disait mais c'est la même ruse que Mahomet lorsqu'il disait qu'on a le droit de mentir et d'utiliser la ruse à l'égard de son ennemi. Les faits sont les faits juridiques sont les faits juridiques. Les sionistes ont accepté la partition de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, et renvoyer dos à dos, comme le fait Étienne Lénart, avec en plus ce petit détail, un rien, le fait que 2 jours après la déclaration de l'État d'Israël, les armées arabes foncent sur Tel Aviv, bombardent Tel Aviv, demandent à la population arabe de partir pour que le sale boulot soit fait, et on renverrait dos à dos Israël et les pays arabes. Non, je dis que ça n'est pas sérieux. Et quand Acrimed, qui se pique de vouloir justement voir les choses sous un œil critique, considère comme la même chose des déclarations dont je ne sais rien et des décisions juridiques
de la direction sioniste, ça n'est pas sérieux. Alors, donc, autre contre-vérité qui a été dénoncée et qu'Acrimed elle-même dénonce, c'est la question du retour des réfugiés. Alors, voilà ce que Étienne Lénard déclare sur la résolution 194 des Nations Unies qui reconnaît aux Palestiniens le droit de revenir en Israël. Et alors, Navon dit que c'est faux. Et alors, je cite, que dit la résolution? L'Assemblée générale décide... L'article 194. Oui. L'Assemblée générale décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qu'ils désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins. Que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer. Alors, autrement dit, la résolution de l'ONU comprend également la possibilité de maintenir les réfugiés hors de Palestine sous réserve de compensation. Mais emporté dans son élan, là, c'est toujours Acrimed, Navon croit pouvoir aller plus loin en faisant la précision suivante sur les descendants de réfugiés. Le droit international ne reconnaît pas de droit au retour aux descendants des réfugiés. Sur ce dernier point précis, Acrimed reste dubitatif. L'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, considère les descendants de réfugiés comme des réfugiés, au même titre que leurs parents et ou grands-parents. Les choses sont donc un peu plus complexes que prétend M. Navon, et il nous semble de nouveau plus qu'imprudent de parler de mensonges, même si les interprétations juridiques peuvent faire discussion. Alors là, on est en pleine stupidité. Pourquoi? Je vais vous le dire, on est en pleine stupidité, et là je doute même, pardon, jusqu'à maintenant j'étais prudent, je doute même et du sérieux et de l'honnêteté intellectuelle d'Acrimed, parce que même les gens d'Acrimed, à supposer que ce ne soient pas des subtils juristes internationaux, ils peuvent comprendre et savoir que ce n'est pas l'UNRWA qui fait le droit. L'UNRWA est chargée de régler le problème des réfugiés de Palestine. Chacun sait qu'en réalité, l'UNRWA est composée elle-même de Palestiniens et engage des Palestiniens et est rien moins qu'impartial, mais peu importe. Dans le cadre de quel raisonnement les gens d'Acrimed peuvent-ils considérer que ce que considéreraient ou ce que penseraient ou ce qu'interpréteraient les gens de l'UNRWA seraient créatifs de droit? Je n'arrive même pas à comprendre qu'on puisse oser espérer convaincre un lecteur de bonne foi de sa propre bonne foi. Ça n'a pas de sens. Navon se livre à une exégèse très facile de la déclaration 194. Il constate que dans son dernier alinéa, il y a la possibilité de troquer, si j'ose dire, le droit au retour physique par une indemnité, ce que d'ailleurs beaucoup de réfugiés de par le monde auraient voulu. Je pense aux Indiens, je pense aux Pakistanais, et je pense même aux réfugiés juifs des pays arabes. Eh bien, pardon, mais la lecture, elle se passe de toute spéculation intellectuelle, et Acrimed, pour justement tenter de ménager la chèvre Lénart et le chou Navon, nous explique que ce serait discutable et que Navon n'a pas le droit d'être sévère. Pardon, mais là, je veux bien croire qu'en allant chercher une déclaration de Ben Gourion, on peut peut-être être de bonne foi, mais là, venir chercher l'interprétation de l'UNRWA pour dire ce que... Vous savez, enfin, on a l'habitude, depuis toujours, il est maintenant acquis que l'État d'Israël occupe, au sens juridique du terme, les territoires contestés. Or, la résolution 242, de manière non contraignante, elle prône simplement que lorsqu'il y aura un règlement avec des frontières sûres et reconnues, Israël devra se retirer dans sa version anglaise qui fait foi deux territoires, from territories, deux territoires pour l'instant conquis par la force après 67. Donc nous avons l'habitude
de voir tordu le coup des décisions onusiennes. Mais là, l'article 194, il n'est soumis non seulement à aucune spéculation intellectuelle, mais même les juristes internationaux, même ceux qui ne sont pas spécialement prévenus contre les Palestiniens, reconnaissent que ce droit du retour, il ne fait partie que de l'arsenal des plus jusqu'au-boutistes palestiniens. Donc ça en dit long, pardon, sur cette Acrimède sur laquelle vous vouliez que je réagisse. Mais allez-y toujours. Alors, troisième exemple, troisième point. J'en ai moins envie. Hein. Donc dernière critique qui a été faite à France 2, présenter les tirs de roquettes des Palestiniens comme une réponse au raid israélien. Et alors, d'après Navon, l'intifada d'Arafat, c'était en 2000, a été suivie par des tirs de roquettes de la bande de Gaza vers Israël sans aucun tir israélien. Autrement dit, les raids israéliens ont commencé bien après les tirs de roquettes, et selon Acrimède, ce n'est pas un argument recevable. Le site du ministère des Affaires étrangères de l'État d'Israël apprend en effet que le premier tir de roquette depuis Gaza vers Israël date du 10 février 2002. Or, selon les chiffres de l'ONU, c'est précisément en février 2002 que le nombre de Palestiniens tués par l'armée israélienne depuis le début de la deuxième intifada a franchi le cap des 1000, dont une majorité à Gaza. Et il conclut, les tirs de roquettes n'ont donc pas précédé les raids israéliens. Dire cela, ce n'est pas justifier les tirs de roquettes, mais seulement souligner la contre-vérité proférée par Navon, conclut Acrimède. Je crois que c'est un raccourci de ce que dit Navon. Navon parle d'abord de l'intifada et ensuite il parle des tirs de roquettes de Gaza. Ces tirs d'où l'incompréhension d'Acrimède, qui n'a pas l'air d'être très spécialisé et d'être aguerri, si j'ose dire, au conflit israélo-palestinien. Les tirs de roquettes auxquels fait allusion Navon et qui viennent de Gaza, ils viennent après la restitution, et la restitution, me voilà aussi contaminé par la désinformation. Ils viennent de l'évacuation décidée par Sharon, si ma mémoire est bonne, autour de 2005, quelque chose qui était de 2005, de la bande de Gaza. Et alors que dans l'esprit de Sharon, puisque Gaza était évacuée, l'autorité palestinienne occuperait Gaza, on transformerait Gaza, qui avait été quand même, on avait évacué tous les juifs qui habitaient Gaza, qui avaient fait des réalisations exceptionnelles à Gaza. On pouvait espérer, dans l'esprit de Sharon, que ce soit une sorte de mini-État en laboratoire et que ce soit le commencement de quelque chose. Sharon, en faisant ça, il espérait la paix. Bien. Au lieu de ça, alors que par les résolutions du quartet, c'était l'autorité palestinienne qui devait régler son compte aux islamistes du Hamas, en vérité, ce sont les islamistes du Hamas qui ont viré le Fatah de l'autorité palestinienne de Gaza, après avoir les avoir massacrés, après avoir été chercher les types dans les hôpitaux, sans que ça émeuve beaucoup. Il y a eu une guerre inter-palestinienne. Voilà, mais on jetait les gens des fenêtres, mais ça n'a pas ému grand monde ici en Occident. Le Hamas a tenu donc Gaza sous une main de fer. Et dans ce cadre-là, il n'est pas douteux que ce sont les gens du Hamas qui ont lancé des roquettes sur les Israéliens. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens sinon. D'où d'ailleurs ensuite le blocus en question. Donc il n'y a pas quelqu'un de sérieux sur cette planète, si j'ose dire, qui pense que les Israéliens s'amusent à faire des raids sans avoir été provoqués. J'aimerais bien qu'on m'explique, même que le plus anti-israélien m'explique, pour quelles raisons les Israéliens s'en seraient pris à Gaza, évacués, sans qu'il y ait les provocations que l'on sait. En réalité, on sait bien que c'est la surenchère du Hamas par rapport à l'autorité palestinienne qui sévit. Justement, ma dernière question, elle sera simple, parce que là, on a une preuve de plus d'un biais évident, je dirais israélophobe, des médias français.
On a eu l'affaire Aldoura, on a eu l'affaire de la flottille de la liberté, il y a eu tellement d'affaires. Bon. Même Alain Ménargue, qu'on citait tout à l'heure, reconnaît que les médias, donc qui est un antisioniste revendiqué, bon, virulent on va dire, reconnaît que les médias français sont globalement très anti-israéliens. Comment vous expliquez qu'il y ait là aussi une virulence tout aussi importante chez les antisionistes et qui disent mais les médias sont aux mains des sionistes, etc. Monsieur Jean Robin, je vous invite à lire mes livres. J'en ai lu certains en plus. Je vous invite à lire notamment le dernier, Réflexion sur la question blanche. Mais vous parlez vraiment de cette question précise? Ah ben écoutez, je parle notamment de cela, où... Parce que là, il y a des faits. Non mais contrairement à ce que mes pires détracteurs veulent dire de moi, l'explication de l'israélophobie par l'antisémitisme n'est pas mienne. En tous les cas, l'antisémitisme n'est qu'un accessoire qui s'ajoute à l'israélophobie. En vérité, je pense que le conformisme intellectuel qui sévit en Europe et notamment en France a pour cause, mais pardon, je ne peux vous le dire que de manière resserrée, a pour cause un anti-occidentalisme pathologique. Et dans ce cadre anti-occidental pathologique que j'explique, mais vous le savez très bien, par une sorte de perversion de la Shoah, eh bien, l'Israélien, et c'est le drame juif, est aujourd'hui considéré comme un blanc, un occidental au carré. C'est le drame juif. Il y a 50 ans, le juif était vécu comme un levantin. Et aujourd'hui, via Israël, via les conquêtes israéliennes, via la militarisation à l'occidental obligée d'Israël, Israël est vécu comme un super occidental, et dans un match en Occident, dans un Occident qui se déteste, entre l'Occident et l'Orient, entre ceux qui sont considérés comme les méchants et les bons, entre les riches et les pauvres, dans le sens d'un néo-tiers-mondiste abattardi, il n'est pas surprenant, il n'est pas douteux que le conformisme intellectuel qui frappe de plein fouet la caste médiatique principale, par facilité, par ignorance, par peur parfois, frappe Israël de plein fouet. L'antisémitisme, il peut venir de surcroît, mais en réalité c'est très rare. Ou alors c'est, si j'ose dire, le nouvel antisémitisme, à savoir qu'on ne pardonne pas aux juifs d'être les plus forts, ou d'être forts, ou d'être vécus comme forts, ou d'être vécus comme violents, ou d'être parfois violents. Les mêmes qui ne leur pardonnent pas, les adoreraient, ils les ont adorés en pyjama rayé, ils les adoreraient vaincus, et en botte people, revenant de Palestine et redevenant des juifs, ils adoreraient les plaindre. Alors on peut appeler ça de l'antisémitisme New Age, ou on peut appeler ça de la judophilie excessive, appelez-le comme... Mais encore une fois, ça n'est qu'un avatar de ce que je pointe, mais l'antisémitisme lui-même n'est qu'un avatar de cette pensée-là. L'antisémitisme lui-même n'a jamais été qu'un conformisme de la pensée. Donc tout est rond, si j'ose dire, sur la planète du conformisme, de la mode intellectuelle. La mode intellectuelle, c'est une sorte de fascisme soft, vous savez. Et donc lorsqu'on nous oblige à penser pareil, lorsqu'on nous empêche de critiquer, eh bien on est dans une forme de terrorisme intellectuel, de totalitarisme de la pensée, que j'ai passé ma vie à dénoncer, et parce que je le dénonce, on me dénonce. Et pardon de vous le dire, mais Acrimed, que vous me citez pour le débat, malheureusement, participe de ce conformisme, et j'en suis bien désolé. Maître Donadel, merci. Merci à vous.